Août 1917. Une carcasse d'acier s'enfonce dans la boue liquide du No Man's Land. À l'intérieur, un équipage de tanks britanniques étouffe. Les chenilles patinent, le moteur hurle, puis sature. Blocage total. Pendant 3 jours, ces hommes deviennent une cible immobile. Ils ne sont plus des soldats, mais des prisonniers de leur propre machine, coincés entre 2 lignes de feu. L'odeur de la boue putride se mélange à celle des gaz d'échappement. Chaque mouvement à l'extérieur attire une balle de sniper. Comment une guerre, que l'on promettait de conclure en quelques mois, s'est-elle transformée en une tranchée infinie? La réponse tient en une ligne de sang. Fin 1914, le front occidental se fige. Une cicatrice de terre court désormais de la côte belge jusqu'à la frontière suisse. 700 km de barbelés et de nids de mitrailleuses. L'acier a pris de l'avance sur l'homme. Les armes sont devenues chirurgicales, mais la tactique reste médiévale. Traverser à découvert signifie mourir. Des entrelacements épais de fils de fer barbelés dévorent le paysage, séparant définitivement une terre mutilée. C'est le règne du No Man's Land. Un espace où la vie n'existe que par intermittence, entre 2 explosions d'artillerie. Les charges de cavalerie, balayées. Les vagues d'infanterie, massacrées avant d'atteindre le premier réseau de défense. Les défenseurs, terrés derrière leurs boucliers de béton, tiennent le destin de générations entières au bout de leur culasse. À ce stade, aucune armée ne possède de plan pour sortir de l'impasse. Les généraux tentent tout pour briser l'impasse. En 1916, leur seule réponse est le gigantisme. Plus de canons, plus d'obus, des barrages d'artillerie qui durent des jours entiers. L'objectif est simple, pulvériser les barbelés, effondrer les tranchées, ne laisser que de la poussière. Mais la réalité du terrain déjoue les calculs. L'acier s'écrase sur du béton armé. Les Allemands ont construit des abris profonds, de véritables forteresses souterraines. Ils attendent. Le déluge cesse. Les soldats sortent, installent leurs mitrailleuses et fauchent les vagues d'infanterie. La mécanique du pilonnage se retourne contre l'assaillant. Chaque explosion fragilise le sol. La terre se transforme en un chaos de cratères remplis d'eau. La boue devient un ennemi aussi mortel que les balles. Elle ralentit les hommes, bloque les roues, engloutit les blessés. D'autres méthodes sont testées. Le gaz toxique étouffe les poumons. Les corps francs attaquent de nuit. Les Stormtroopers tentent des percées chirurgicales. Rien ne change l'équation fondamentale. Comment traverser 200 mètres à découvert quand tout est conçu pour tuer? L'échec devient statistique. Lors du premier jour de la bataille de la Somme, l'armée britannique perd 57 000 hommes. La tactique, préparation d'artillerie puis assaut, est un suicide organisé. En 1917, le constat est définitif. Sans une rupture technologique majeure, chaque mètre gagné se paie en milliers de cadavres. Le commandement cherche désespérément une issue face aux pertes colossales. L'idée ne vient pas des académies militaires. Elle naît dans l'esprit d'un romancier. En 1903, Herbert George Wells imagine des cuirassés terrestres, des monstres d'acier capables de franchir n'importe quel obstacle. À l'époque, l'Empire britannique mise tout sur la cavalerie. 13 ans plus tard, les chevaux ne sont plus que des cibles immobiles. Comment construire un croiseur terrestre en pleine crise des tranchées? La réponse est un hybride de fortune. Les ingénieurs ne partent pas d'une page blanche. Ils volent des technologies au monde civil. Ils récupèrent des chenilles initialement conçues pour labourer les champs de boue. Des chenilles de tracteurs agricoles pour porter la guerre. Le montage est une improvisation brutale. On prend des moteurs de forte puissance. On les boulonne à des châssis massifs. On recouvre le tout de plaques d'acier naval. Le métal hurle sous la tension. Les plaques doivent être assez épaisses pour dévier les balles et écraser les barbelés. L'objectif est simple, rouler sur les tranchées sans s'y arrêter. Ce n'est pas un plan de génie, c'est un assemblage né du désespoir. Le premier char est un monstre de fer, de cuirasse et de vapeur. Tout est prêt. Les pièces du puzzle sont sur la table. Les Britanniques passent à l'action. Mais l'armée reste aveugle. Fin 1914. Ernest Swinton, un officier lucide, harcèle l'état-major. Il réclame un tracteur blindé capable de franchir les tranchées. Le haut commandement ignore ses croquis. Pendant ce temps, le bureau de la guerre dépense des millions en fourrage pour la cavalerie. Les chevaux mangent, les hommes meurent. La mécanique attend. Swinton change de cible. Il contacte Winston Churchill. À cette époque, Churchill dirige l'amirauté. Il commande la flotte, pas les fantassins. Le contraste est total. Pourtant, il comprend tout de suite. Début 1915,
Churchill rédige un mémorandum décisif. Sa vision, des compartiments blindés sur chenilles, des mitrailleuses et une immunité totale face aux balles. C'est la naissance théorique du char d'assaut. Pourquoi la marine s'en occupe-t-elle? Parce que les généraux de l'armée de terre refusent d'écouter. Churchill contourne la hiérarchie. Il crée le Land Ships Committee, le comité des navires de terre. L'absurdité institutionnelle est à son comble. Des marins conçoivent une arme pour la boue des Flandres. L'amirauté finance les prototypes en secret. Elle avance seule, sans jamais informer le ministère de la Guerre de l'existence du projet. Fin 1915. Le projet de l'amirauté change de main. L'armée reprend les commandes, mais elle impose une paranoïa absolue. Il faut cacher ces monstres d'acier aux espions. Une solution bureaucratique naît. Un nom de code banal. On appelle ces engins des tanks, des réservoirs d'eau, rien de plus. Sur les quais de gare, des ouvriers chargent d'énormes masses métalliques dans des wagons. Les caisses portent une destination officielle, la Russie impériale. Si un curieux s'approche, la réponse est prête. Ce sont des systèmes d'irrigation pour l'allié de l'Est. Le mensonge devient une identité, le mot reste. Mais pourquoi avoir choisi cette étrange forme de losange? Le premier prototype, Little Willy, ressemble à une boîte compacte. Les chenilles entourent un corps trapu. La machine bouge, elle transporte un équipage. Mais elle échoue devant la réalité du terrain. Sur le front de l'Ouest, les tranchées allemandes mesurent jusqu'à 3 mètres de large. Little Willy est trop court, il bascule, il s'enterre. Le bruit du métal résonne dans les ateliers de William Foster et compagnie à Lincoln. Les ingénieurs découpent, soudent, allongent la coque. Ils abandonnent la boîte pour un parallélogramme. Les chenilles épousent désormais tout le contour du châssis. Elles montent vers une pointe à l'avant, redescendent vers l'arrière. Ce design n'est pas esthétique, il est mécanique. Les bords relevés sont conçus pour une seule tâche, mordre le parapet de terre et hisser 30 tonnes d'acier hors du trou. Les ingénieurs redessinent chaque angle pour garantir la traversée des fossés. Début 1916. Les essais du prototype Mother dépassent les attentes. Sa forme en losange n'est plus un croquis, c'est un standard. Londres s'emballe. Le gouvernement commande 100 unités avant même la fin des plans de production. La mécanique dicte la guerre. Les ingénieurs divisent la flotte en 2 catégories. Les mâles portent 2 canons de 6 livres dans des compartiments latéraux. Les femelles ne comptent que sur leurs mitrailleuses. Pourquoi cette distinction? Pour faucher l'infanterie sans gaspiller d'obus. À l'intérieur, l'air devient irrespirable. La chaleur des moteurs sature l'espace clos. L'odeur de l'essence se mélange au gaz d'échappement. Les équipages étouffent dans leurs boîtes d'acier. L'été 1916 marque le grand départ. Les machines partent pour la France sous un secret absolu. Le commandement refuse d'attendre. Les chars Mark I arrivent dans la boue alors que l'offensive de la Somme dévore déjà des milliers d'hommes. Leur destin est scellé à la mi-septembre 1916. L'état-major britannique mise tout sur une chimère d'acier. En septembre 1916, 49 chars s'élancent vers les lignes de Flers-Courcelette. C'est le baptême du feu. Mais la mécanique trahit les hommes avant même le premier coup de canon. Moins de la moitié des machines atteignent la ligne de départ. Les autres gisent dans la boue, moteurs brisés, transmissions broyées. Pourquoi des vétérans endurcis ont-ils jeté leurs fusils pour s'enfuir? L'image est dantesque. Dans le brouillard de la Somme, des masses sombres rampent vers les tranchées allemandes. Le bruit est assourdissant. Un grincement métallique sature l'air. Les chenilles écrasent les réseaux de barbelés comme du simple fil de coton. La terre tremble. Pour le fantassin allemand, ce n'est plus de la guerre. C'est l'apocalypse industrielle. La panique est totale. Des sections entières abandonnent leur position. Certains lèvent les mains, hébétés devant ces monstres crachant le feu. L'effet psychologique surpasse l'impact des obus. Pourtant, le triomphe est de courte durée. Ces forteresses avancent à la vitesse d'un homme au pas. 5 km à l'heure, au mieux. Une cible lente, une cible facile pour l'artillerie qui ajuste ses tirs. Le choc passé, la réalité reprend ses droits. Un impact direct transforme la boîte d'acier en cercueil brûlant. Le haut commandement allemand réagit vite. Dans ses rapports officiels, il qualifie l'invention britannique de primitive et d'inefficace. 8 hommes s'entassent dans une boîte en acier de 8 mètres de long. Entre eux et la machine, rien. Pas de cloison, pas d'isolation. Le moteur de 100 chevaux hurle au centre de l'espace de vie. Le bruit déchire tout. Dès le démarrage, la communication devient impossible. Pour donner un ordre, il faut hurler directement dans l'oreille de son voisin.
Le fracas du métal sature l'air. Puis vient la chaleur. La température grimpe à 50 degrés Celsius. C'est un record. À cette époque, aucun point d'Europe n'atteint une telle fournaise naturelle. Dans cet habitacle, l'air ne circule pas. Les poumons s'encrassent. Qu'est-ce que la tank sickness? C'est le terme médical improvisé par les équipages. Le mélange est mortel. Monoxyde de carbone, vapeur d'huile brûlante et fumée de cordite à chaque tir de canon. L'oxygène disparaît. À l'ouverture des écoutilles, la scène est brutale. Les hommes titubent hors de la carcasse. Certains s'effondrent dans la boue. D'autres vomissent instantanément, empoisonnés par les gaz. Le moteur de 100 chevaux transforme le char en chambre de torture. Les survivants décrivent un mal de mer décuplé, une agonie physique que rien ne peut apaiser. L'équipage ne commande pas une machine, il subit une suffocation mécanique. L'état de choc des tankistes dépasse les pires crises de mal de mer jamais enregistrées. Novembre 1917. Près de Cambrai, les Britanniques alignent 370 chars Mark V. Une masse d'acier prête à broyer la ligne Hindenburg. Le choc est brutal. En une seule journée, les blindés s'enfoncent de 8 km dans les défenses allemandes. 8 km. Comment mesurer le prix d'un tel progrès? Pendant 3 ans, les généraux comptaient les gains en mètres. Chaque avancée coûtait des dizaines de milliers de vies. Ici, en quelques heures, les chenilles font voler en éclats le verrou de la guerre de position. L'état-major croit au miracle technique. Le Mark V semble invincible avec son blindage épaissi et son réservoir déplacé pour éviter l'embrasement immédiat de l'équipage. Mais le triomphe est une illusion d'optique. La mécanique lâche. Les pannes immobilisent les colosses les uns après les autres. Derrière, l'infanterie manque. Les hommes à pied ne suivent pas le rythme des machines. Les Britanniques ont conquis un désert de boue qu'ils ne peuvent pas tenir. L'analyse est sans appel. 5000 de percées en un jour égalaient des secteurs où des centaines de milliers de soldats étaient tombés lors de la Somme. Pourtant, le terrain s'évapore aussi vite qu'il a été pris. Les Allemands encaissent, se regroupent et frappent. Il ne faut que 10 jours pour que la contre-attaque efface totalement la victoire de Cambrai. Alors que les généraux comptaient les kilomètres conquis à Cambrai, 3 mécaniciens aveuglés écrasaient leurs propres blessés dans le noir. Le conducteur ne dirigeait rien seul, pas de volant, juste des leviers de frein et d'embrayage. Pour tourner, il fallait 3 hommes. 2 assistants, les gearsmen, géraient chacun une chenille. Ils communiquaient par cri ou par signe dans une obscurité presque totale. Une erreur de coordination, un seul geste manqué et la chenille déraillait. Le monstre restait pétrifié en terrain découvert. Le pilote ne voyait rien. Une fente de quelques centimètres, c'est tout. À travers cette entaille, le monde n'était qu'une bouillie de boue et de fumée. Les Mark V roulaient parfois sur leurs propres alliés. Des blessés gisant dans les trous d'obus finissaient broyés sous 30 tonnes d'acier. Personne ne les entendait hurler. À l'intérieur, l'acier se retournait contre l'homme. Quand une balle frappait la coque, l'onde de choc arrachait des éclats de métal à la paroi interne. C'est le spalling. Ces fragments volaient dans l'habitacle comme de la mitraille. Puis, il y avait le lead splash. La balle ne perçait pas, mais le plomb fondait à l'impact. Le métal liquide giclait par les fentes de vision. Une pluie brûlante directement dans les yeux. Le contraste est total. Une guerre de machines, mais des protections de chevaliers. L'état-major finit par distribuer des masques de plaques d'acier. Une cotte de maille pendait pour protéger le bas du visage et le cou. C'était un retour au Moyen-Âge en pleine révolution industrielle. Les équipages ressemblaient à des bourreaux médiévaux perdus dans une étuve à 50 degrés. L'air ne circulait pas. Les gaz d'échappement brûlaient les poumons. Sous cette chaleur atroce, le masque devenait une torture supplémentaire. Beaucoup choisissaient de l'enlever pour respirer un instant. Ils le payaient de leur visage. Les balles de fusil standard ricochaient sur l'acier. Les Allemands ont vite compris. L'invulnérabilité des blindés britanniques n'était qu'une illusion temporaire. Dès 1917, la riposte s'organise. L'armée allemande déploie des munitions perforantes à noyau d'acier durci. À courte distance, ces pointes déchirent les plaques légères. Comment stopper un monstre d'acier qui refuse de mourir? Un choc métallique assourdissant. Voilà ce qu'entend l'équipage quand une balle de 13 mm frappe la paroi. C'est le nouveau fusil anti-char Mauser, une arme massive conçue pour une seule tâche, la perforation. Son projectile de 52 grammes traverse 20 mm de blindage.
Le Mark V, plus épais, résiste encore, mais le filet se resserre. L'infanterie allemande ne fuit plus, elle chasse. Les soldats visent les fentes de vision et les articulations des chenilles. Le coup de grâce vient du ciel ou de l'horizon. Les batteries d'artillerie reçoivent l'ordre de tirer à vue. Un obus de canon de campagne de 77 mm frappe le flanc du char. L'explosion pulvérise la structure et transforme l'équipage en cendres instantanément. Août 1917. Dans la boue d'Ypres, un monstre d'acier rampe vers Saint-Julien. Sur son flanc, un nom peint à la main, Fray Bentos. C'est une marque de cornet de beef très populaire chez les civils britanniques. L'équipage trouve l'analogie amusante. Ils s'enferment volontairement dans cette boîte de conserve métallique, sans savoir qu'ils vont devenir le contenu du récipient. Le terrain de Passchendaele n'est plus de la terre, c'est un estomac liquide. Les pluies torrentielles ont transformé le No Man's Land en un marais de cratères communicants. La boue y est assez profonde pour engloutir un homme debout. À quoi ressemble la conduite d'une machine de 30 tonnes dans un marécage où les soldats se noient sans laisser de traces? L'équipage s'élance à 4h40 du matin pour obtenir la réponse. 4h40, heure 0. Le Mark IV progresse avec l'infanterie. Soudain, une mitrailleuse allemande tonne depuis une position fortifiée, la Somme Farm. L'équipage réagit. Le canon de 6 livres du flanc gauche pivote. Des tirs précis. La ferme se tait. Ils reprennent la marche vers l'objectif suivant, une crête baptisée Gallipoli. Il est 5h45. Une autre mitrailleuse déchire l'air depuis les hauteurs. Le conducteur vire pour faire face à la menace. Sous les chenilles, le sol se dérobe. Un cratère d'obus, invisible sous la nappe de boue liquide, attendait sa proie. Le nez de l'acier plonge. On entend le bruit de succion de la vase de Passchendaele qui aspire les chenilles. Le Fray Bentos bascule brutalement vers l'avant et s'immobilise avec un angle impossible. La cuirasse d'acier du Fray Bentos ne protégeait plus. Elle devenait une cage. Dès que le char bascule dans la crevasse, l'inclinaison transforme l'habitacle en un chaos de fer et de sang. 9 hommes s'entassent dans cet espace saturé de vapeur de benzène. Un de plus que d'habitude. Un soldat supplémentaire est là, uniquement pour gérer les pigeons voyageurs. Le baptême du feu est instantané. Une balle allemande siffle par une fente de vision. Elle déchire le cou du sous-lieutenant George Hill. Le sang gicle. Il inonde les leviers de direction et poisse les mains du capitaine Donald Richardson. Richardson tente de redresser la machine. Impossible. Le corps de Hill s'est effondré sur le mécanisme de pilotage. Dans cette boîte de métal, chaque seconde perdue enfonce le Fray Bentos un peu plus dans la boue. Le char s'immobilise définitivement entre les lignes. 3 hommes sont déjà blessés, mais le règlement militaire ignore la douleur. Pour débloquer un char de 30 tonnes, l'état-major impose une procédure standard. La poutre de désenlisement. Un homme doit sortir. Il doit fixer cette poutre de bois et d'acier aux chenilles, sous le feu direct. Une mission suicide pour sauver du matériel. Le sergent Robert Missen ouvre la porte latérale droite. Le martèlement des balles contre la paroi est assourdissant. À 30 mètres, les Allemands épaulent leurs fusils. Missen voit les visages. Il rentre in extremis. De l'autre côté, le caporal Ernest Brady tente sa chance par la porte gauche. Il rampe dans la vase, une chaîne à la main. Les mitrailleuses allemandes ne lui laissent aucune chance. Brady s'effondre dans la boue grasse, à quelques centimètres de la chenille immobile. Le caporal Ernest Brady meurt sur le coup, face contre terre. À 7h du matin, l'espoir s'évapore. La 71e division britannique bat en retraite, laissant derrière elle un sillage de cadavres. Le front recule. Les sifflets retentissent dans les tranchées alliées, mais pas pour charger, pour fuir. Le tank Fray Bentos se retrouve seul, une forteresse d'acier échouée au milieu du No Man's Land. Qu'est-ce que fait le commandement quand une attaque d'envergure s'effondre? Ils battent en retraite, classant les hommes et les machines restés derrière dans la colonne des pertes sèches. Les Allemands ont compris, ils ne craignent plus l'infanterie britannique. Ils voient cette carcasse inclinée comme une cible facile. Des groupes d'assaut rampent entre les cratères d'obus. Ils s'approchent. En 1917, la piétonnerie ne possède pas encore d'armes anti-chars portables efficaces. Pour détruire le monstre, les soldats doivent l'approcher de près, toucher sa peau de métal, exploiter ses zones d'ombre. Le canon de 6 livres pointe inutilement vers la boue à cause de l'inclinaison. Seul l'autre côté peut encore cracher du feu vers Gallipoli Farm. Les mitrailleuses Lewis hurlent, mais l'angle mort est là, juste devant le nez du char. Un soldat allemand bondit sur la coque, ses bottes résonnent sur le toit. Il lâche une grenade par une fente de vision.
À l'intérieur, une main saisit l'engin. Elle le rejette dans la boue avant l'explosion. Le métal vibre, un fracas assourdissant. L'acier intérieur se fragmente sous l'impact des balles. Des éclats de fer volent et s'enfoncent dans la chair des hommes. Le bruit est un supplice, un carillon de mort permanent. À travers les fentes de vision, le corps du caporal Ernest Brady est là, à quelques mètres, immobile dans la boue. Il est devenu un repère visuel pour ses camarades, une sentinelle morte qu'ils ne pourront jamais secourir. L'isolement est total. 9 hommes étaient partis. Les blessures s'accumulent à chaque ricochet, à chaque balle qui traverse les fentes. Le sang coule sur les leviers. Dans la fumée et la chaleur étouffante, le décompte est tragique. Un seul homme est encore indemne, l'artilleur Binley. Sur les 9 membres d'équipage, 8 sont désormais touchés. Les balles britanniques frappent l'acier. Elles viennent de l'arrière, de leur propre ligne. Pour l'état-major, un tank immobile est un tank capturé. Les tireurs d'élite alliés ouvrent le feu sur leurs propres frères d'armes. Le système ne prévoit pas la survie des isolés. En 1917, la communication repose sur des pigeons ou des coureurs. Sans eux, l'équipage de Richardson n'existe plus pour le commandement britannique. Ils sont devenus une cible. Le sergent Misson refuse ce sort. Il ouvre l'écoutille. Il sort. Le sol est un chaos de boue et de barbelés. Misson rampe. Les snipers britanniques visent sa silhouette. Les mitrailleuses allemandes balayent la zone. Il atteint les tranchées alliées sous un déluge de plomb provenant des 2 camps. Il hurle aux fantassins d'arrêter le massacre. Son message est simple. L'équipage est vivant. Le tank tient toujours. Puis, il fait demi-tour. Il rampe à nouveau vers le monstre d'acier à travers le No Man's Land. Cette traversée aller-retour restera l'un des actes de bravoure les plus purs de la Grande Guerre. La nuit du 22 août tombe sur le champ de bataille. Le sergent Misson se glisse à l'intérieur et rejoint ses hommes dans la carcasse. 60 heures. C'est le temps qu'il faut pour qu'une forteresse d'acier devienne un cercueil biologique. Le 23 août, la chaleur transforme la tôle en enclume. À l'intérieur, l'air ne circule plus. La ventilation est morte. La température grimpe jusqu'à 50 degrés. Les parois brûlent au toucher. L'équipage respire un mélange toxique d'huile chaude, de poudre brûlée et d'excréments. L'odeur de la sueur se mêle à celle du sang séché sur les pansements sales. Combien de temps un homme peut-il tenir sans eau dans une boîte en métal chauffée à blanc? L'équipage de Richardson a testé cette limite pendant 60 heures consécutives. Le mécanicien Bud s'effondre. Son corps lâche sous le poids de l'épuisement et de ses blessures. Il tombe lourdement sur le plancher métallique. Personne ne l'aide. Il reste inconscient pendant 2 heures, gisant dans la graisse et la limaille. Une nouvelle rafale percute le flanc du char. Le fracas du métal contre le métal le tire de son coma. Il ouvre les yeux, mais ne voit que des ombres hébétées. 60 heures sans nourriture. 60 heures sans une goutte d'eau potable. À l'extérieur, les Allemands tentent tous les 23 et 24 août. Des équipes de lance-flammes rampent vers la carcasse. Les mitrailleuses Lewis hachent les assaillants avant qu'ils n'atteignent leur cible. Le fer repousse la chair, mais la chair se décompose de l'intérieur. Le manque de sommeil devient une torture physique. Dès qu'un homme sombre, un cri ou un impact le ramène à la réalité brutale. Le soir du 24 août, la limite biologique est atteinte. Les hommes ne sont plus que des spectres aux yeux creusés. Richardson regarde ses soldats brisés. Rester une journée de plus signifie mourir d'asphyxie ou de déshydratation. Le lieutenant ordonne d'abandonner le Mark V à la faveur de l'obscurité. Richardson prend la décision de quitter le navire de fer. 24 août, 21 h. Les 8 survivants du Frebentos s'apprêtent à évacuer leur cercueil d'acier. Mais l'armée a ses règles. Même au bord de l'abîme, le règlement prime sur la survie. L'équipage démonte méticuleusement les culasses des canons de 6 livres, rendre l'arme inutile à l'ennemi. Ils saisissent les mitrailleuses Lewis, les munitions, tout ce qui pourrait servir aux Allemands. Richardson vérifie son revolver. Un par un, il glisse hors de la carcasse. Le contraste est brutal. Il quitte une fournaise à 50 degrés pour plonger dans la boue glacée de Flandre. 3 jours d'enfer clos. Désormais, le vide. Le trajet vers les tranchées britanniques dure des heures. Quelques centaines de mètres de cratères inondés et de barbelés. Les fusées éclairantes déchirent le ciel. Les Allemands tirent sur tout ce qui bouge. Les 8 hommes rampent, épuisés, mais ils traînent les lourdes mitrailleuses Lewis avec eux. C'est l'ordre. On ne laisse pas de matériel derrière soi.
À l'aube du 25 août, les sentinelles britanniques les hissent dans leurs tranchées. Ils ont tenu 72 heures. Le bilan tombe, 1 mort, 7 blessés. Seul Binley est intact physiquement. Avant de s'effondrer de fatigue, ils exigent que l'artillerie continue de pilonner leurs propres chars. Personne ne doit récupérer le Fray Bentos. La bureaucratie militaire s'active alors pour transformer le calvaire en légende. L'équipage devient le plus décoré de toute la Grande Guerre. Richardson et Hill reçoivent la Military Cross, Misson et Moray la Distinguished Conduct Medal. Les 4 autres obtiennent la Military Medal, le métal pour les vivants, l'oubli pour les autres. Brady, tué dès la première heure en tentant de libérer le tank, ne reçoit rien. Son corps a disparu dans le Limon. Son nom figure sur le mémorial de Tyne-Cot, le plus grand cimetière du Commonwealth au monde. 34 984 noms gravés dans la pierre pour des soldats sans sépulture.